Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici sur cette chaîne, nous vous partageons habituellement nos découvertes dans le monde, mais aussi en France. Vous nous posez souvent la question de savoir si jamais le 4x4 est indispensable pour voyager sur le continent américain. Traverser le continent américain est une aventure grandiose. 35 pays, 10 fuseaux horaires. Vous passerez par les plus hauts sommets du monde avec des déserts à 5000 mètres d'altitude. Vous croiserez des volcans en activité, des baleines franches australes, en passant aussi par des plages paradisiaques où vous pourrez profiter, vous reposer, mais surtout admirer les plus beaux couchers de soleil au monde sur le Pacifique. Pour partir explorer cette terre d'aventure, plusieurs choix de véhicules s'offrent à vous. Qu'ils soient gros et puissants pour aller partout où vous voulez. Ou alors plus petits, mais pas moins courageux. Il vous accompagnera dans des lieux avec une beauté à couper le souffle. Pour vous faire votre propre idée sur le meilleur véhicule pour les Amériques, nous avons réuni ici 6 familles de youtubeuses en voyage sur ce continent. La XTG Family avec son Man 4 V8 tout droit venu de l'armée allemande. Les Nesta autour du monde avec Nestaman, un beau bébé de 17 tonnes. La Ambis Family avec un Mercedes Sprinter et cellule bimobile. Les Mountains and Coconuts, un Sprinter van qu'ils ont aménagé eux-mêmes. Nous, les Ways on the Wall, avec notre Defender 130 TD4 et tant de toits. Et pour finir, la famille des Boussoles et nous, avec leur camping-car Ford. La semaine dernière, nous avons donc du coup tous les 6 déjà répondu à 3 premières questions. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo après celle-ci, ça peut se regarder dans le désordre, il n'y a aucun problème. Et puis c'est parti pour ce nouvel épisode. C'était très dur de trouver notre van Pedrito. Non pas parce qu'il n'y en a pas sur le marché, ça aux États-Unis, en Amérique du Nord il y en a plein, mais ce qui était dur c'était de le trouver au prix qu'on voulait. Donc nous on l'a acheté d'occasion, on pouvait absolument pas se permettre d'acheter un Van Sprinter neuf et il nous a fallu 6 mois pour le trouver en cherchant 3 fois par jour sur... Non, pas 3 fois par jour, toute la journée. Toute la journée, ok. Toute la journée sur le Bon Coin au Québec et c'était super dur quoi. C'était tellement difficile d'en trouver un à bon prix qu'on a envisagé d'en chercher même à l'extérieur du Québec. Puis à un moment, on s'est dit même, on va regarder en Colombie-Britannique, c'est à 5000 km de Montréal pour vous donner une idée, 4500. Puis on s'est dit, ah ok, bon mais c'est pas grave, on prendra un avion, on ira le chercher, on conduira en 2 jours les 4500 km de retour. Pour vous dire à quel point on a galéré. Ouais. Pourquoi on a choisi un Sprinter, un van Sprinter? Donc nous on a choisi celui-là, on a passé tellement de temps à chercher ce qu'il nous fallait, on a tout envisagé, puis finalement on a même pris la décision de prendre un van parce qu'on voulait un van où Renault pouvait se mettre debout, comme il fait 1m86 c'est quand même assez difficile, et on voulait un van aussi où pour les jours par exemple où il pleut, et ben on voulait être à l'intérieur du van sans se sentir trop comprimé dans une petite boîte. Donc voilà, et on est très content de ce van, mis à part qu'il est pas très beau, il est très gros. Ouais. Et aussi, on n'avait même pas envisagé le camping-car à l'époque, on n'était jamais monté dans un camping-car, enfin, très rapidement.
on n'avait pas idée du confort qu'il y avait dans un camping-car, puis on préférait le look du van, puis le délire du van plutôt que le délire du camping-car. Et on voulait rester discret aussi aux États-Unis. Ouais, on voulait rester super discret, pouvoir dormir partout, et donc ça c'est un des gros avantages des fourgons aménagés maison, disons, c'est qu'on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui dort à l'intérieur lorsque tout est fermé, et donc on peut dormir absolument n'importe où. On n'a jamais eu aucun souci. En 1 an et demi de voyage, on a toujours dormi autre que dans la nature. On était dans les villes, on était dans la rue et on n'a jamais eu aucun problème. En termes d'habitabilité, donc pour nous il est vraiment parfait. Nous voulions un véhicule avec des couchages fixes. Alors, désolé, il y a beaucoup de vent. Avec des couchages fixes, donc Cédric et moi nous avons un grand lit double dans la capucine. Les filles ont chacune un lit, donc ce sont des lits superposés. Nous avons également une douche fixe, c'était aussi un point important pour nous. La seule chose qu'on changerait, et d'ailleurs qu'on changera à notre retour en Europe, c'est les toilettes. Donc nous avons des toilettes chimiques classiques, c'est une cassette de 17 litres. Et nous souhaitons installer par la suite des toilettes sèches à séparation. Pour vous donner aussi une info en termes d'autonomie, nous avons 200 litres, un réservoir de 200 litres d'eau propre. Voilà. Et juste par rapport à la connexion et à l'électricité, pour info, on ne s'est jamais branché depuis qu'on est parti de l'Europe. Ouais. On n'a jamais eu recours à une prise, une alimentation externe. Jamais. Donc voilà, au niveau autonomie, on est plutôt pas mal, et c'est vraiment ce qu'on recherchait. Oui. Oui. Alors quand on a choisi notre véhicule, on était des newbies dans la van life. Voilà. On n'avait donc aucune expérience, sauf une expérience de 3 semaines dans l'Ouest américain. On avait loué un camping-car américain. Mais pour nous, le camping-car, c'était pas possible parce que l'Amérique du Sud rimait avec aventure et on avait peur que le camping-car nous limite dans nos découvertes. Donc ça, c'était pas ce qu'on a choisi. On a donc cherché des vannes partout, puis on était déjà donc 4 avec 2 enfants, plus 2 gros Golden Retriever. Donc un petit van T3, c'était quand même très très petit. Ouais, mais c'est ça qu'on cherchait. Mais voilà, on s'est dit, on part là-dessus, mais on n'avait jamais de coup de cœur, on trouvait ça quand même assez cher par rapport à l'âge des vannes et le budget qu'il fallait y octroyer. Pour vous donner un exemple, tu vas trouver des T3 en bon état, mais ils ont quoi? Ils ont quel âge ils ont ces trucs-là? Ils ont des dizaines et des dizaines d'années, quoi. Entre 20 et 30 ans. Et c'était minimum 20 000 euros. Donc, non, entre 15 et 20 000 euros. Quelque chose de propre, joli, un peu refait, entre 15 et 20 000 euros. Donc un jour, on cherche sur le bon coin toujours nos T3 en espérant avoir le coup de cœur qu'on n'avait jamais. Et puis là, on tombe sur une annonce de Defender. Mais le mec avait tagué T3 dessus, donc c'est comme ça qu'on est tombé dessus. Voilà. Et là, on s'est dit, mais c'est ça qu'il nous faut. Voilà. On n'avait jamais vu ou imaginé qu'un véhicule comme ça pouvait exister. Et c'était donc un Defender avec une cellule. Et là, on s'est dit, mais c'est le véhicule parfait parce que on a le confort un peu avec la cellule et on a le côté 4x4, puis c'est beau. Il était hyper équipé celui qu'on avait vu, donc surtout, on s'est dit... Surtout c'est beau parce que toi tu rêves après, on pouvait aller partout, je veux dire, il y avait la pompe d'altitude pour le chauffage, on peut monter à 5000 mètres, c'était la folie. On s'est dit, c'est ça qu'on va chercher. Donc on a cherché ce type de véhicule-là. Il fallait casser la tirelire. Là, il fallait doubler le... Donc nous, notre petit budget de 20 000 euros, on a dû le doubler pour avoir ça. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'on s'est orienté sur la recherche d'un Defender. Donc ce Defender, on l'a trouvé, il avait une cellule, on s'est dit que c'était bien pour nous parce qu'on allait avoir le confort du camping-car avec la cellule, chauffage, eau chaude, douche, toilette, bref on avait tout ce qu'il fallait. En fait, c'est un mini camping-car 4x4. On a trouvé notre bonheur donc chez un couple de voyageurs qui revenaient d'Amérique du Sud avec des personnes hyper sympas. On a passé le week-end chez eux quand on était chercher le 4x4, on a parlé de voyage, ils nous ont parlé de tout leur itinéraire. Et là, franchement... Le voyage a commencé. Là, le voyage, il commence là. Tu prends un coup, mais t'es dedans et t'as un sentiment d'excitation, mais c'était dingue. C'était fou. Mais, problème, on achète ça, on était content, on part un petit peu avec, on fait des pistes, parce que moi j'ai acheté un 4x4 presque 40 000 euros, je voulais qu'aucune piste me résiste, j'ai dit mais c'est pas possible que je... Donc on commence à prendre des pistes, et là en fait c'était tellement lourd, il y avait tellement de ballons, que le 4x4, du coup, s'avérait, ça glissait et je ne pouvais pas monter. Et là, j'étais frustré. On a passé 10 jours, on s'est dit, mince, est-ce qu'on a fait une erreur en achetant ça?
Et là, en fait, on suivait une famille, les 6 en piste, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, ils sont assez anciens dans le circuit. Et eux, en fait, c'était pas sur YouTube, ouais. Et eux, en fait, ils étaient partis avec un 4x4 et une tente de toit. Puis on s'était dit, c'est l'aventure, quoi. Franchement, on les voyait, ils sont allés en Afrique, en Amérique du Sud. On s'est dit, waouh, ça, c'est des aventuriers, c'est ça qu'on voulait vivre. Donc on s'est dit, nous aussi, on veut vivre une aventure comme ça. Alors c'est parti, on met la tente de toit, on y va. Le premier avantage du Defender, c'est qu'il est léger et petit. Ça veut dire qu'il peut passer partout, sur les ponts en bois, sur n'importe quel chemin. Pas de restriction de hauteur pour les barrières. Donc ça, c'est très très bien. Ça vous permettra d'accéder au lieu que vous voulez, qu'il soit en ville, dans la jungle, rivière, peu importe, vous passerez. Deuxième chose, donc c'est un véhicule 4x4 avec une grande hauteur, je sais pas comment on appelle ça, garde au sol, je crois, garde au sol. Donc là, pareil, vous allez pouvoir avoir accès à des endroits que vous n'aurez pas accès avec d'autres types de véhicules. Je pense notamment à l'Altiplano. L'Altiplano, c'est une région qu'il y a dans la Bolivie et au nord du Chili. C'est des déserts en fait, à 5000 mètres d'altitude, avec des pistes. Et là, tu conduis. Tu passes dans des lagunes de toutes les couleurs. Il y a des lamas, il y a des flamants roses. Et c'est juste magique, on est seul au monde. Par contre, comme il est petit, il n'a pas d'espace intérieur. Et ça, c'est quand même un gros inconvénient, surtout lorsqu'on descend un petit peu dans des régions de la Patagonie où il fait froid, où il y a beaucoup de vent. Et la tente de toit, dans ce cas-là, est notre seul abri, entre guillemets. Et puis, tu le déplies pas n'importe où, n'importe quand. Donc, si tu veux prendre une petite sieste dans la journée, c'est pas possible, puisque tu vas pas, à chaque fois que tu t'arrêtes quelque part, ouvrir la tente. Ça, c'est le premier gros inconvénient du DEF. Et nous, on n'était pas préparés à ce qu'on ait aussi souvent froid. Donc, c'était quand même assez difficile à gérer au quotidien. Oui, parce que le fait de ne pas avoir d'intérieur, ça veut dire que on fait l'école dehors, on mange dehors, on fait la vaisselle dehors, on fait pipi et caca dehors. Bref, on fait tout dehors. Et quand il fait froid, ça pose souci. Sur 1, 2, 3, 4 mois, ça va. Mais sur 1 an, ça fait un peu long. Du coup, c'est assez difficile de trouver un endroit où dormir, contrairement à ce qu'on pourrait penser puisqu'on peut aller partout. Mais dès qu'on est dans des villes ou des zones urbaines, c'est difficile de trouver des endroits où dormir puisqu'on ne peut pas dormir en tente n'importe où. On n'est pas à l'intérieur du véhicule et par conséquent, on doit aussi descendre de notre tente si jamais il faut repartir en pleine nuit. Oui. Donc, en fait, on dormait souvent dans des campings ou sur des parkings d'hôtels ou parfois on se prenait aussi des petites auberges pour pouvoir rester aussi dans les villes puisqu'on avait aussi envie de découvrir des choses qui étaient parfois dans des zones urbaines. Au niveau des avantages d'un camping-car, nous on voulait un camping-car parce qu'on voulait pouvoir avoir notre maison tout le temps avec nous. Et on voulait un camping-car parce qu'on voulait avoir la douche et les toilettes à l'intérieur et non pas être obligé de sortir à l'extérieur comme pour d'autres véhicules. L'autre point aussi qui a son importance, c'est si vous partez avec des enfants, il est quand même, je pense, oui. On pense qu'ils aient quand même leur repère à eux. Et qui dit repère, dit voilà, avoir un lit à eux, un placard à eux, ils puissent mettre... Ils appellent pas ça un lit, ils appellent ça leur cube. Leur cube. Donc les deux ados ont les lits superposés à l'arrière et Malone, qui a 7 ans, a le lit qu'on a créé là où il y avait la dinette avant. Et donc les ados, ils ont décoré leur cube avec leurs photos et tout, c'est leur univers à eux. Les inconvénients, on a voulu un grand camping-car pour avoir un maximum de place à l'intérieur. On vous rappelle qu'il fait 7,20 m par 2,40 m presque. Et donc l'inconvénient majeur, c'est qu'on ne passe pas inaperçu et quand on veut visiter les grosses villes, les capitales, c'est difficile de se garer. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas un van. Ou un 4x4, ça prend de la place et on ne peut pas aller n'importe où. Et notamment aussi, on a eu quelques soucis au niveau du sud de l'Argentine. Quand on souhaitait aller dans certains endroits ou dans des parcs, ils ont des entrées avec des porches. Ils ont un maximum d'espace en Argentine, mais ils ont des entrées toutes petites avec des porches et la hauteur est limitée. Et du coup, on ne pouvait pas rentrer dans certains parcs. Donc ça a été l'inconvénient aussi. Comme vous pouvez voir, je me retourne, on n'a pas lésiné sur les stickers. Malgré tout, il serait blanc, je dis pas qu'on passerait plus inaperçu, loin de là, mais avec les stickers, ça en rajoute une couche. Le camping-car n'est pas très développé en Amérique du Sud du moins. Ouais.
donc ils n'en voient pas beaucoup. Alors c'est souvent, voilà, ils regardent parce que ils n'ont pas l'habitude d'en voir. Gros, quoi, donc, Et puis finalement, vous leur faites un sourire, c'est les premiers à vous dire coucou, c'est très sympa finalement. Mais c'est vrai que voilà, le désavantage du camping-car ou des camions assez volumineux en général, voilà, c'est que vous êtes facilement repérable. Autre inconvénient avec un camping-car, c'est que ce n'est pas un 4x4. Et donc en Amérique du Sud, vous avez les routes principales qui sont goudronnées, mais vous avez aussi énormément de pistes en terre. Et donc c'est difficile de circuler avec un camping-car, mais ça se fait. On a fait beaucoup de pistes. Alors on roule pas vite, à 25-30 km/h. On adapte la conduite, on va dire. Sinon il y a tout qui tangue à l'arrière. Ça se fait. Après, voilà, vous n'allez pas partout. C'est pas un 4x4. Enfin, il n'a pas lui la configuration 4x4. Vous pouvez trouver des camping-cars qui ont la configuration 4x4. Donc déjà, ça sera sûrement plus simple d'accéder à ces pistes-là. On fait beaucoup de camping sauvage. Donc il y a des fois, on aurait voulu se rapprocher de points. Bon, on est quand même assez limité parfois, mais malgré tout, l'Amérique du Sud, du moins, se fait très bien avec un camping-car. On est tombé en panne avec notre van 2 fois. Une fois au Salvador, là on voulait vraiment pas tomber en panne, mais forcément on est tombé en panne là-dessus. On a fait une vidéo, ça a été une de nos plus grosses galères du voyage. Et on est tombé une autre fois en panne au Mexique, juste avant d'arriver à la frontière, en fait sur la route du retour. Donc c'était des pannes qui nous ont mis mais vraiment dans une situation désagréable parce que ça a duré vachement longtemps pour réussir à s'en sortir. Pas parce que c'était des choses nécessairement graves, mais parce qu'il n'y avait aucune connaissance au Salvador des sprinters. Il n'y a aucune pièce détachée. Et du coup, c'était long et compliqué parce qu'on devait nous-mêmes faire le diagnostic main dans la main avec les garagistes. Puis ils ont réparé quelque chose, mais ils l'ont mal fait. Du coup, ça a créé comme 5 autres problèmes qu'on a dû identifier puis ensuite résoudre un par un. Des choses pas graves, mais quand on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, ça a été pénible. Et c'est certainement ça, peut-être la plus grosse, une des plus grosses galères de notre voyage. On y a passé presque 3 semaines, bloqués à San Salvador, la capitale du Salvador. Alors une galère avec le véhicule, on en a une sacrée. Il y en a une qu'on cite souvent. Ouais. On n'a pas beaucoup d'images. On peut vous montrer quelques images du début, mais c'est pas encore la vraie galère. Avant les difficultés. Après, on a eu tellement peur qu'on n'a absolument rien filmé. On vous explique. On était aux États-Unis et on va voir un ranger parce que on voulait s'engager sur une piste qui nécessite d'abord un accord des rangers parce que dès qu'il se met à pleuvoir, la piste devient complètement inaccessible, même avec un 4x4. Même avec un gros 4x4, et elle devient extrêmement dangereuse. Donc on va voir les rangers. On leur explique qu'on voudrait se lancer sur la piste. Ils vérifient les prévisions météo pour les jours suivants. Ils nous disent pas de problème. Je leur précise bien, c'est ça. Un big truck. On leur dit qu'on a un gros camion. Ils nous disent pas de problème, vous pouvez y aller. Nous nous engageons donc sur cette piste. Au début, il y a quelques éléments un petit peu techniques, on fait du croisement de pont, etc. On s'amuse un petit peu, on teste notre camion et ça passe. Jusqu'à un moment où finalement on doit s'engager sur une voie extrêmement étroite. Ouais. Et une fois qu'on s'engage là-dessus, là commence la vraie galère parce qu'on ne peut plus faire demi-tour. Aucun dégagement, rien. On se retrouve sur une voie extrêmement étroite avec le précipice à côté. Et là commencent des épingles où on passe pas, où il faut manœuvrer de nombreuses fois, et avec l'eau qui ruisselle, ça crée des ornières au milieu du virage, de 1 mètre de profondeur sur 50 cm de largeur. On avait nos phares qui étaient dans la terre, donc vous voyez un petit peu où ils sont, ils étaient dans la terre, on était plantés, et on faisait remonter le camion, tout ça avec le précipice sur le côté, dans une épingle où il fallait donc retourner dans l'ornière plusieurs fois pour rebraquer, etc.
Donc là, il a fallu souvent combler les trous avec de la terre, des pierres, etc. On a fait participer les enfants, tout le monde était dessus. Moi, j'ai pleuré tellement j'ai eu peur parce que j'ai vu le camion qui allait se finir au fond du précipice, que ça allait être la fin du voyage, que Tom allait être gravement blessé. Voilà. On avait tellement peur. Moi, parce que justement, on a évalué le risque et on a fait... Enfin, il n'y a que moi qui étais dans le camion. Alison était avec les enfants devant à me guider. Moi, je guidais et les enfants, on les a fait courir pendant des kilomètres devant le camion, alors qu'il commençait à faire un peu froid. Un peu nuit. Un peu nuit après. Et à aucun moment, ils se sont plaints parce qu'ils ont compris qu'on était vraiment dans une situation de stress intense, qu'on avait très peur. De calme Ils se sont jamais plaints. Je me souviens maintenant, je revois Enoa qui courait devant, enfin les trois couraient, mais je le revois, il avait froid aux mains et il secouait comme ça ses mains pour renvoyer du sang dans ses bouts de doigts. Parce qu'il avait lu ça sur un bouquin. Mais à aucun moment ils se sont plaints et du coup ça a duré des heures et des heures. Là, ça a duré 2 jours en tout, on a fait 100 km de piste. Sur les 100 km, je pense que la bonne moitié, 50 km de galère. Donc où on faisait genre 10 km en 3 heures, 4 heures. Donc on roulait toute la journée. Ouais, c'était une vraie galère. Et puis en fait, jusqu'à un moment où on a réussi à trouver un dégagement pour se poser pour la nuit, mais il était déjà très tard, il faisait nuit depuis un bout de temps. Et là, grande question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce que ce sera pire devant ou est-ce qu'on a passé le pire? Voilà, est-ce que ça va s'arranger ou finalement ça va être pire? Ou on fait demi-tour en sachant qu'on a passé des choses extrêmement techniques qui nous font peur à repasser parce qu'on se demande même comment on a réussi à les franchir? Sachant qu'il n'y a pas un chat sur la piste, il n'y a personne. On a croisé personne. Aucun buggy, rien du tout. Rien. Ouais. Donc là, en fait, le matin, Tom me dit, tant qu'on peut faire demi-tour, on va envoyer le drone et on va avancer par étapes comme ça. Et donc il lance le drone tôt le matin et on pense, donc le drone c'est pas une bonne idée pour ça voir. Ça évalue pas très bien finalement les ornières, les creux, les bosses. Donc on avait l'impression que c'était très correct, donc on commence à avancer. Et là, à un moment, Tom accélère, je lui dis « Pourquoi t'accélères comme ça ?» Il me dit « Ça s'éboule sur notre roue arrière, on se serait cru dans un mauvais film. » C'était dingue. Donc en fait, la terre est en train de s'ébouler, donc il accélère comme un fou pour essayer d'avancer le plus possible. Donc le chemin se réduit un petit peu en largeur, donc plus moyen de faire demi-tour là. Donc là, voilà, la question s'était réglée, on ne pouvait plus faire demi-tour. Et puis on arrive sur un endroit où on a fait du terrassement pendant des heures et des heures. Et au bout d'un moment, on finit par tomber sur des trappeurs qui viennent là, qui nous prennent pour des fous, ils s'arrêtent et ils nous disent « De notre vie, on n'a jamais vu un véhicule pareil sur cette piste !» Ah oui, on a bien compris qu'on ne devait pas être là. Vous êtes passé là, mais comment vous avez fait? On l'a fait. Et puis là, en fait, ils nous annoncent un truc qui va nous rassurer énormément, c'est qu'ils nous disent « Le plus difficile est derrière vous. » Par contre, heureusement qu'on les a croisés parce qu'on voulait prendre l'itinéraire le plus court. Et en fait, ils nous disent surtout, ne passez pas sur cette voie-là. Heureusement qu'on vous serez en difficulté, c'est trop étroit, le camion ne passera pas, il y aura de la roche qui va toucher la cellule. Donc ils nous ont conseillé, ils nous ont dit où passer. Et à partir de là... Plus long mais plus facile. Plus long mais plus facile. Et à partir de là, on a pu finir toute cette piste sans problème. Et donc pour l'histoire... Il y avait quand même pas mal de passages 4x4, etc. Mais on n'est plus descendu du camion pour refaire les routes. Et alors, la petite histoire, parce qu'on avait quand même validé ça avec un ranger. En fait, grosse erreur de langage avec les Américains, parce que pour eux, un big truck, c'est juste un gros pick-up. Voilà. Et on est loin d'avoir une taille de pick-up. Alors une galère ou une anecdote? Alors la nôtre, elle est assez remarquable puisque dès le premier jour où on est arrivé en Uruguay, en fait on a direct arraché un câble électrique le premier soir. Ça faisait que quelques heures que le camion était arrivé. Et on a emmené les poteaux et tout. On a tout couché sur la route. Et on vous met la petite vidéo. Et c'est pour ça qu'on a fabriqué un arceau pour éviter tous ces problèmes de câbles électriques qui pendent beaucoup dans les villes, centre-ville, un petit peu partout. C'est pas toujours facile. Et si on veut une deuxième petite anecdote, en fait, comme le camion est super lourd, dans une de nos dernières vidéos, on s'est retrouvé à créer des grosses ornières sur la route, parce qu'ici les routes, elles sont pas enrobées. Et puis à un moment, ça roule, et puis d'un seul coup, en fait, là tu fais des ornières de 40 cm, et tu dis merde. Donc voilà pourquoi le camion, parce que tu repars d'ici tranquillement. Bon, t'as un peu saccagé le coin, mais ça va, mais
Voilà pourquoi le camion 4x4. Deux choses sur ce point-là par rapport à notre véhicule. La première, c'est le fait que nous on dorme dans la tente sur le toit. Nous a fait une de mes aventures lorsqu'on était en Argentine. On était à proximité d'une grande ville. C'était au tout début du voyage. En fait, on était sur une plage, mais pas très loin d'une ville. Voilà. Mais on était sur une plage, on était quand même dans un endroit sauvage. Et là, donc Patagonie, un vent infernal. Mais tellement qu'en fait, on croyait que la tente allait s'arracher. On était au tout début du voyage, donc c'était nos premières nuits de la tente. Et là, ça soufflait. Je me rappelle, pendant que les enfants dormaient, je tenais la tente, les armatures en fer de la tente comme ça, pour éviter que ça remue trop. J'étais descendu dans la nuit, accroché des cordes sur la tente pour éviter qu'elle s'arrache. Bref, je me suis dit que c'était très impressionnant. Donc du vent, une nuit très mauvaise où on n'a quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Et là, dans la nuit, Iris qui commence à aboyer méchant. Iris c'est le chien qui commence à aboyer méchant. Donc j'ouvre la tente, je sors ma lampe, style il y a quelqu'un qui habitait là quoi. Et quelques secondes plus tard, on entend une moto qui part. Bon, sans plus. Et le matin... En fait, on n'est pas descendu, donc bon, c'est juste quelqu'un qui est passé et le chien a aboyé. Sauf que le matin, quand on se réveille, on commence à descendre tranquillement. Enfin, on pense que tout allait bien, quoi. Et là, on voit notre vitre du 4x4 brisée. Et en fait, nous, on avait, comme c'était le tout début de notre voyage et qu'on n'avait aucune expérience avec notre véhicule, en fait, on a tout laissé devant. Nos passeports, les appareils photo, tout. Je m'étais posé sur le siège comme ça, c'est normal quoi. Mais les passeports n'étaient pas posés sur le siège, mais l'appareil photo et tout ça été. Bref, on a eu beaucoup de chance parce que grâce à Iris, en fait, les personnes sont parties et ils nous ont rien volé. Mais ça nous a quand même bien appris à mettre en sécurité nos affaires. Et ça, c'est spécifique à notre véhicule parce qu'on dormait sur la tente et tout ce qui se passait devant en fait, du 4x4, avec le vent, on n'entendait rien du tout. Par contre, s'il n'y avait pas de vent, on entendait. Quoi. Oui, sans le vent, ça aurait été différent. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment une galère parce que là, du coup, tu te retrouves en Argentine à changer la vitre du DEF. C'était un dimanche, on était avec des voyageurs français qui nous ont aidés. Donc on a dû trouver un garage qui était fermé. Au final, au bout d'une heure, quelqu'un s'est pointé, mais complètement par hasard. Le fils du garagiste. Il nous a vus et en fait, il a vu, ah ouais, t'as un DEF, moi aussi j'en ai plein, mais viens si tu veux. Il a pris une vitre d'un vieux Defender qu'il avait dans son garage et il nous a donné la vitre. Il a dit, par contre, j'ai pas le temps, je dois y aller. Donc tu la montes toi. Donc on s'est retrouvés dans la rue à monter notre vitre de 4x4. Et c'était cool. Ouais, c'était chouette. On était franchement contents en fait. On était soulagés d'avoir eu recours d'avoir pu trouver cette vitre parce qu'on s'est dit mais ça y est, qu'est-ce qu'on va faire sans la vitre, le voyage est fini. Ah ouais, non, mais on a été partis dans des délires quoi, c'était au tout début vite, donc. Tu as très vite peur en fait quand tu commences à voyager comme ça avec ton véhicule. Et du coup la deuxième galère qu'on a connue nous pendant le voyage avec le Defender, c'était notre expérience de la jungle en saison de pluie. On a fait une vidéo dessus, on va vous mettre le lien au cas où ça vous intéresse. Alors pour parler des galères, écoutez, jusqu'à maintenant on touche du bois. La seule galère qu'on a eue, c'est une crevaison. Donc ça va, en 6 mois, 7 mois à rouler tous les jours. On s'en sort bien. Ouais, au niveau de la mécanique, on n'a eu aucun problème. Au niveau de la cellule, aucun problème. Le petit désagrément, c'est une crevaison. Et encore, ça a été une belle chose parce que ça nous a permis de faire une belle rencontre. Ouais, et on avait une petite anecdote sur notre petit Willy derrière. C'est que quand on est parti en fait et qu'on a dit qu'on partait faire un tour du monde avec un camping-car européen, on nous a dit mais vous êtes complètement fous, c'est pas du tout taillé pour les routes de l'Amérique. C'est vrai, on était peut-être un petit peu fous, mais en attendant, comme on vous l'a dit, on n'a eu aucune galère et même que on a passé notre premier col il y a 2 mois, il est monté jusqu'à 4200 mètres d'altitude et ça... Ça y est, on a fait... C'est cool. C'est là-bas, 4170 mètres. Et sans feuille de coca. Hein. Et bon, on est sacrément fiers de lui parce qu'on ne savait pas s'il allait pouvoir le faire. C'est un moteur diesel. En altitude, les moteurs diesel refroidissent et ont beaucoup plus de mal à fonctionner. La veille, on était justement avec des voyageurs. On était trois véhicules. Et on s'est tous posé la question à savoir qu'eux avaient un van et ils se posaient les mêmes questions que nous finalement. Ah ouais. Tout le monde était un petit peu en panique, est-ce qu'on va réussir au moins à monter celui-là, en sachant qu'effectivement il y a des cols encore plus hauts en Bolivie, on peut monter jusqu'à 6000 mètres au niveau de La Paz. Donc c'était un petit peu le test.
On n'allait pas vite, on est monté à 30 à l'heure, on est monté en seconde, certes, mais en attendant, il l'a fait. Et donc, tout est possible, même avec un camping-car français. Européen. En termes de petites anecdotes ou de problèmes sur le véhicule depuis qu'on est parti, donc on a, comme on l'a dit, on n'a pas eu de soucis avec le véhicule. Après, en termes d'anecdotes, c'est vrai que le véhicule 4x4 ici nous a fait passer dans des endroits qui sont un peu farfelus parfois. On l'a choisi. On l'a choisi, c'est ça. Donc c'était vraiment nous ce qu'on recherchait. Donc voilà, j'ai en tête une piste qu'on a faite à Scorpion Bay, pour rejoindre Scorpion Bay, donc en Basse-Californie. C'était plus ou moins 70 km de piste. En passant par des rivières, des montées assez escarpées, vraiment pas mal d'endroits, mais on n'a même pas atteint les limites du véhicule avec ça, donc c'est vrai que c'était plutôt rassurant pour nous aussi de se dire ok, on a pu passer tout ça. En fait, c'est vrai qu'on n'a jamais été en difficulté, on ne s'est jamais senti en insécurité avec le véhicule, même quand on était dans des situations un peu plus compliquées. Peut-être juste une fois où je vous ai demandé de descendre quand le véhicule était sur 3 roues. Le véhicule était vraiment complètement penché, on était dans une petite piste au Costa Rica et là on était vraiment comme ça sur la route, et puis Seth me dit bon là il serait quand même mieux peut-être que tu descendes avec les filles. Du coup je suis sortie du camping-car avec les deux et là j'ai vu qu'il y avait une roue mais qui était franchement à ça du sol, elle était complètement dans le vide, du coup c'était rigolo, mais encore une fois c'est passé sans problème. En douceur. Oui. Et ouais, c'est la fin de la vidéo action. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous l'aurez compris, les pires galères deviennent les meilleurs souvenirs. C'est ceux qui finalement, les histoires qui finalement sortent tout le temps dès qu'on discute de notre voyage. Dès qu'on se rencontre entre voyageurs, on parle souvent de ça. Et en fait, on se rend compte que c'est des moments où l'émotion est à un niveau très élevé. En fait, ça fait vraiment partie du voyage, de l'apprentissage et de tout ce que peut nous apporter cette expérience qui est un peu hors du commun. C'est des choses qu'on ne devrait pas vivre en France en fait. Et dès qu'on est sorti de notre zone de confort, là c'est plus pareil quand on vit des moments comme ça. Donc cette série de vidéos devait être en 2 parties, sauf que Clem a tout monté et la deuxième partie fait plus de 50 minutes. Donc du coup on s'est dit qu'on allait vous offrir la dernière partie. Donc dimanche matin à 8h30, vous aurez les conseils de ces familles pour pouvoir mieux vous lancer dans cette aventure pour le véhicule. Croyez-moi, j'ai monté déjà la vidéo et c'est tellement pertinent et c'est tellement enrichissant. Même moi j'ai appris beaucoup de choses. Rendez-vous dimanche matin à 8h30 pour la suite. Du coup, vous aurez sûrement pas les commentaires, sauf force spéciale si jamais YouTube a décidé qu'on y a droit, mais en fait on n'y a plus droit depuis 1 an. Donc vous pourrez sûrement pas laisser de commentaires. Du coup, je vais vous faire un petit post dans la communauté. Donc si vous êtes abonné à notre chaîne, vous pourrez voir ce post. Donc ce sera simplement une photo et le titre de cette vidéo. Et comme ça, vous pourrez nous laisser vos impressions, on pourra discuter avec vous. Et voilà, on aimerait beaucoup avoir vos retours, vos impressions. Donc on vous donne rendez-vous du coup sur notre post du jour. Sinon, on vous dit à bientôt sur Instagram aussi. Et à dimanche. À bientôt les gosses. À bientôt les gosses.